suis Emmanuel Curtil, la voix française de Jim Carrey, Matthew Perry, Sacha Baron Cohen et j'en passe. Et bienvenue sur la chaîne YouTube Ciné Caméléon. Et bienvenue dans ce 46e épisode du 7e. Argument. Pas mal, bienvenue à vous messieurs. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle critique. Et puis on a quand même eu la classe d'avoir Emmanuel Curtil, cette voix légendaire, pour lancer cet épisode. Donc vous avez pu voir, il y a Damien avec moi aujourd'hui et Sébastien. Salut les gars. Salut Fabien. Ah, Damien, on ne t'entend pas, tu es encore sur Arrakis. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Allumé, hein. C'est ce qui me semblait. Ton septième argument était. Ouais, tu vois, il était soufflé par le vent. Tu vois. Ouais, c'était un peu en mode épice, soufflé par le vent. Ouais. Bref, en tout cas, je suis content de vous avoir. Est-ce que ça va? Ça va. Ça Très va bien. Et toi? Très très bien. Écoutez, je suis content de faire cette vidéo avec vous parce que vous êtes des passionnés de SF notamment et notamment de l'univers qu'on va aborder aujourd'hui. Bien évidemment, vous êtes sur Ciné Caméléon. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre toutes nos vidéos de Instagram, le YouTube et le Facebook. Et du coup, aujourd'hui, on s'attaque quand même à un film qu'on attendait, qui a été repoussé de nombreuses fois parce qu'il devait déjà sortir l'année dernière, à savoir le Dune partie 2, du coup toujours réalisé par Denis Villeneuve qui nous avait du coup fait sa réadaptation du livre de Frank Herbert, premier épisode en 2021 si je ne me trompe pas, oui. Ouais, automne 2021, oui. Et du coup on arrive sur cette deuxième partie du coup de sa saga, de son adaptation qui du coup clôture en fait le premier livre si je ne me trompe pas. Donc voilà, on a un premier volume qui est bouclé avec ce deuxième film. Très rapidement messieurs, votre rapport, alors on a je vous le dis, donc je le dis directement à ceux qui nous regardent, personne n'a lu les bouquins, en tout cas pas vraiment complètement pour l'instant, donc on s'avancera pas trop sur l'adaptation, à moins qu'on ait quelques infos par-ci par-là, mais nous on a vraiment un regard objectif de juste œuvre de cinéma, donc ça va être intéressant. Et puis ceux qui ont lu les bouquins dans la vidéo, n'hésitez pas à commenter pour nous donner votre approche et puis des infos si nécessaire. Voilà, très rapidement, du coup, messieurs, à tour de rôle, quel est votre rapport au premier film de Denis Villeneuve quand il était sorti? Vas-y, Damien. C'était un film que j'attendais plus ou moins. La SF, j'aime bien ça, mais je trouve qu'en termes de film, on est trop souvent sur des blockbusters qui se ressemblent un peu tous. Surtout que Star Wars nous a habitués à faire des trucs pas très ouf depuis que Disney a racheté, je trouve. Et du coup, Denis Villeneuve, en fait, j'ai découvert avec la suite de Blade Runner. Et quand j'ai vu ce qu'il avait fait avec Blade Runner, quand j'ai vu la première bande-annonce de Dune, ça m'a vraiment donné envie de voir ce que ça donne. Ça avait l'air d'être de la vraie SF qui était bien faite et qui avait l'air de changer ça avait l'air mature en fait. Voilà, moi c'est ce que je cherchais un peu. Et du coup, j'ai pas été déçu par le premier. D'accord, donc tu avais plutôt bien aimé. Ouais. Toi, Sébastien, même si je pense que tu es un peu plus fan de Star Wars, comme peut le montrer ton décor, non, dis-moi toi, quel est ton rapport du coup au premier film? Mon rapport au premier film, donc Dune, en fait, j'avais vu celui de 1984 de David Lynch étant adolescent, dont j'avais moyennement accroché. Après, je savais que Dune était un monument de la SF. Il y avait notamment ce film consacré à la version de Jodorowsky qui avait été présenté aux Utopiales il y a quelques années. Super documentaire. Super documentaire. Ouais. Et donc, c'est vrai que l'univers Dune, j'avais envie d'y accrocher. Ouais, voilà, l'illustration. Voilà, Damien l'a vu dernièrement, je me suis refait là juste avant la critique et c'est vrai que c'est un projet, bon, certes, on peut critiquer la personne, mais en tout cas l'envergure et la DA du projet est donné envie. Donc si vous l'avez pas vu, on vous le conseille. Il est dispo sur Arte maintenant là en ce moment sur YouTube. Donc, totalement. Pardon, donc un documentaire passionnant. Et puis Denis Villeneuve, j'avais effectivement également apprécié Blade Runner 2049 ou Premier Contact. Je trouve qu'il propose quand même des œuvres intéressantes en matière de science-fiction. Donc j'étais très intrigué d'aller voir son Dune et j'ai particulièrement accroché au premier film. Oui. D'accord. Villeneuve, moi aussi, c'est un auteur que j'aime beaucoup, un réalisateur que j'aime beaucoup. Alors, je suis pas forcément fan de son Blade Runner, contrairement à vous deux. Déjà parce que je suis pas spécialement fan
Oui. Non plus ouais. je les ai faits. Après, je trouve que c'était pas inintéressant. Mais moi, je suis vraiment fan de Premier Contact, de Prisoners, de Incendie, un de ses premiers. J'en ai oublié peut-être déjà depuis. Mais ouais, je trouve que vraiment, il a une patte assez marquée, justement. Et c'est peut-être ce qui peut déplaire dans les dunes, là, qu'on va aborder, en tout cas dans la deuxième partie. Parce qu'il a quand même un côté, une façon assez épurée de vouloir traiter la SF en général. Donc, Très contemplatif, souvent, comme voilà, type de tout cinéma. à fait. Le premier, du coup, on en avait parlé sur la chaîne. N'hésitez pas à aller revoir du coup la critique qu'on avait faite à l'époque. C'est pas un film que j'aime beaucoup. Non, je déconne. C'est un film du coup que j'avais à l'époque bien apprécié parce que j'avais mis un 4 sur 5. Oui. Je me le suis refait du coup avant d'aller voir la deuxième partie. Alors je vous avoue que le deuxième visionnage était un petit peu différent, étonnamment par rapport à la première fois où je l'ai vu au cinéma. Je trouvais qu'il y avait quand même quelques longueurs qui se mettaient en place, puisqu'effectivement les enjeux sont assez grands et il faut mettre le contexte, présenter les différents personnages et tout. Et j'avoue que la deuxième visionnage a été un peu plus, pas plus mitigé, mais en tout cas j'ai trouvé qu'il y avait vraiment plus de longueur et j'avais quand même hâte de voir la deuxième partie comment il allait traiter et s'il allait passer la seconde vitesse. Est-ce qu'on passait de Dune à 2-2 entre guillemets. Voilà, je l'ai passé. Mais voilà, en tout cas, j'avais hâte de voir la suite. C'est vraiment un film de mise en place, quoi. C'est que ça. Clairement. Mais j'avais beaucoup aimé déjà la DA, le casting plutôt pas mal, même si pour moi, Chalamet, il fallait encore me convertir. On va voir dans cette partie 2. Bref, pour résumer du coup le deuxième film, écoutez, je vais lancer la bande-annonce. On en parle juste après et on donne du coup nos notes. Allez, c'est parti pour la bande-annonce. Your father didn't believe in revenge. Hell, I do. Holy Mother. I'll show you the way. Dune, rated PG-13. Voilà, Dune, partie 2, du coup, qui est sortie la fin février dans nos salles. Que dire et ben, en tout cas, pour pitcher le film avant qu'on prépare nos notes, on se retrouve vraiment à la suite de la première partie où Paul Atreides, après avoir du coup perdu la plupart de sa famille, sauf sa maman, se retrouve à infiltrer de manière plutôt logique les Fremen, cette communauté qui vit du coup sur Arrakis, qui essaye de survivre. Et du coup, Paul Atreides, ce personnage, va devenir un petit peu comme une sorte de messie par rapport à la religion des Fremen. En parallèle, il va y avoir des complots politiques et en parallèle, du coup, on va voir la montée en puissance des Harkonnen, je me trompe pas? Yes, je vais pas me tromper. Les Harkonnen, du coup, donc voilà, il va être au milieu, à savoir s'il va se guider par son cœur ou se guider par le pouvoir qui va le submerger, à savoir quelle décision il va prendre, voilà, sans trop en dire. On va rester évasif, je pense que je m'en suis pas trop mal démerdé. Voilà, très bien, on va pouvoir mettre nos notes, messieurs, je vous laisse vous les préparer et une fois que vous êtes prêts, on va pouvoir valider tout ça. Donc, je répète, pour ceux qui nous regardent peut-être pour la première fois, c'est une note sur 5. Voilà. Yes. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Ouais, c'est bon pour moi. Eh bien, c'est parti. 3, 2, 1. Voici nos notes. On a un 4,5, on a un 4 et on a un 3,5 sur 5. Écoutez, c'est plutôt intéressant parce qu'on a un petit... on a quand même des bonnes notes, mais on a un petit dégradé. Donc, on va pouvoir en parler juste après. Donc voilà, c'est toujours celui qui a le moins apprécié le film que je lance à la barre. Donc Sébastien, même si c'est pas aussi bien que Star Wars, pourquoi tu as mis 3,5 à Dune? Je rigole. Non, honnêtement pour moi c'est une bonne note. 3,5, bon c'est ce que je disais, j'aime bien le cinéma de Denis Villeneuve. Là on est sur un film, on est sur la suite directe du premier opus. Et un film très esthétique, très contemplatif, qui repose pas tellement sur les dialogues. Finalement, on est beaucoup sur le visuel. Je l'ai particulièrement apprécié. Après, si je mets 3,5 sur 5, c'est parce que c'est un film, comment dirais-je ? Je suis peut-être plus film de grand divertissement, entre guillemets. C'est pas le genre de film forcément vers lequel je vais retourner régulièrement. Mais je l'ai trouvé, très bon. Tu trouves que c'est pas du grand divertissement?
Bah, C'est pas une comment question piège, dirais-je? hein, c'est vraiment une question intéressante, justement. Visuellement, oui, c'est du divertissement, mais on n'est pas sur le même type de science-fiction que Star Wars, par exemple. J'aurais moins tendance à retourner régulièrement vers ce genre de film. Mais effectivement, par rapport aux Dune, par exemple, de David Lynch, il est beaucoup plus accrocheur. Il y a rien à dire à ce niveau-là. Visiblement, très fidèle quand même au roman de Frank Herbert, même si je suis pas un spécialiste de l'œuvre en tant que tel. Et puis il y a des thématiques intéressantes qui font aussi le lien avec l'actualité. On va beaucoup parler, on peut parler d'écologie dans le film, on va parler de fanatisme, de religion. Il y a un lien avec le monde moderne et politique. Ah, bien Un lien avec évidemment. le monde dans lequel on Oui, je suis d'accord, je rebondis juste, je te rends la parole après si besoin, mais sur le côté grand spectacle, alors moi je pense quand même que c'est quand même du blockbuster en soi, mais c'est ce qu'on a depuis quelques années par moment, je veux dire en fonction des auteurs, là Denis Villeneuve, hein, qui n'est pas n'importe qui, c'est du blockbuster un peu d'auteur, donc on a une surface qui effectivement est du grand spectacle, donc un Ouais. grand spectacle qui est un peu différent d'un Star Wars par exemple, bien évidemment, mais derrière on a une écriture peut-être un peu plus autoriste, en fait je trouve qu'il navigue entre les deux dans Oui. sa mise en scène et dans son propos. Mais bref, voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir ton avis de pourquoi tu trouvais ça un petit peu moins un peu moins blockbuster qu'un Star Wars, par exemple. Voilà, et puis aussi, on est sur une deuxième partie, c'est-à-dire on ne peut pas voir réellement le film sans avoir vu la première Ah, partie. bien Voilà, évidemment, oui, bien sûr. c'est la continuité directe. Après, les personnages sont plus développés que dans le premier opus, et puis aussi on a une belle distribution avec l'entrée de Christopher Walken dans le rôle, Ouais, ça fait longtemps de qu'on l'a pas vu. l'empereur. On a Léa Seydoux également au casting. Austin Donc, Butler, on voilà. a Rebecca Ferguson, mais qui était déjà dans le là, ouais. premier Et on film. a l'apparition d'une starlette aussi, enfin une starlette. Je dis ça pas péjorativement, mais d'une autre grande actrice, mais qui est là très rapidement, qui sera là plus dans le 3. Je le dis pas, on gardera la surprise si on va en parler dans le spoil, mais Mais voilà, honnêtement, j'ai apprécié le film. Voilà, pour moi, 3,5, c'est une très bonne. bien évidemment, je te charrie à ce niveau-là. Damien, toi, quel est ton avis sans spoil? Hop, et je perds ma lumière, pardon. Quel est ton avis sans spoil sur cette deuxième partie? J'ai adoré. Pour une fois, c'est une suite qui a plus d'impact que le premier, je trouve. Même si le point en moins, c'est vraiment parce que pour moi, il n'y a pas de scène impactante vraiment, en fait. Je le développerai dans la partie spoil, mais pour moi, il y avait des trucs qui auraient mérité d'être plus épiques et plus impactants à certains moments. Mais moi, en fait, ce que j'avais apprécié dans le 1, c'est justement le fait que ce soit un univers, si on prend pas le temps de t'expliquer les choses en détail. Les personnages connaissent leur univers, t'as vraiment je sais pas comment expliquer ça, Tu parles dans le 1 ou dans le 2 là? dans les deux, en fait. Le fait que j'ai presque envie de dire excluant, en fait. Le fait que t'es obligé de te concentrer pour rentrer dans l'univers du truc, moi, c'est ce que j'ai apprécié. Mais effectivement, Denis Villeneuve te prend pas par la main pour te dire Ouais, c'est alors ça. lui, il est comme ça, eux ils font ça. Effectivement, l'univers. C'est pour ça qu'au début, dans la première partie, il faut vraiment se concentrer parce qu'il se Oui, passe et il se dit tellement de trucs, il faut comprendre les rapports entre les totalement. personnages. Là, à ce niveau, je comprends. Tu vois, par exemple, dans le premier, quand on t'explique la technologie Fremen, c'est parce que Paul apprend ce que c'est et les autres personnes autour, les autres Atreides, ils apprennent ce que c'est aussi. Ils sont pas au courant de ce que c'est. Tandis que dans d'autres films, j'en reviens toujours au Batman par exemple, où à chaque fois qu'on te sort un gadget, t'as un gros plan et on t'explique ce que c'est. Et ça, du coup, c'est ce que j'aime bien dans Dune, c'est que t'as pas ça. Et Pourtant, quand même, par exemple, la technique pour absorber certains fluides, sans trop ouais, en dire, on te l'explique quand même, je trouve. ouais, mais parce que lui, il le découvre en même temps. Oui, bien sûr, bah, on est à sa place, Mm. donc on est sur son point de vue. Hein. C'est ça. Mm. Moi, j'aime bien le fait qu'on t'explique des choses que le personnage découvre aussi, mais pas des trucs qu'il est censé savoir. Ok. Dans l'idée. Ouais, toute la dimension politique du film, j'ai adoré. Oui. Après, je trouve qu'il y a à partir de la dernière partie, c'est très rushé. C'est un peu ce que je reproche au film sur la fin. On a l'impression qu'ils se sont dit, ah bon, il y a la bataille finale, mais
faut quand même aller vite parce qu'on arrive presque à 3 heures de film et il y a des choses à montrer. Non, enfin après la DA, je la trouve toujours aussi magnifique, que ce soit les costumes, les décors. Enfin le fait d'avoir tourné Arrakis en décor réel, enfin ça se sent. Ouais, le désert de Jordanie est magnifique quoi. Le passage chez les Harkonnen, c'est une dinguerie aussi. Mais ouais, vraiment, en fait, j'ai vraiment adoré tout le film, à part la dernière partie que je trouve un peu rushée. Il y a des rebondissements auxquels tu t'attends pas si t'as pas lu les bouquins, clairement. Et puis même le côté mature du film, c'est ce que je cherchais aussi là-dedans. Je suis fan de Warhammer depuis peu de temps et du coup je retrouve des similitudes avec cet univers un peu mature où il y a des choses un peu je pense qu'ils ont, pour faire le lore de Warhammer, ils l'ont un peu emprunté à ça aussi. Mais oui, puis je reviens à ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que on peut faire des rapprochements avec ce qui se passe maintenant, mais en ce moment dans l'actualité, mais quand tu te dis que de base ça vient d'un bouquin qui est sorti en 74. Exact. Ouais, c'est ça qui est plutôt intéressant. Ouais. Mais Frank Herbert était en avance sur son temps. Hein, ça, c'est malheureusement, on peut dire sur certaines choses. Oui. Mais ouais, non, j'ai pas boudé mon plaisir quand même. J'ai passé vraiment un bon moment à le voir. C'est pas le Dune 1, je l'ai pas revu beaucoup. J'ai beaucoup apprécié le 1, je l'ai pas vu beaucoup de fois. J'ai dû le voir 3 fois. Par rapport à ce que tu disais après le deuxième visionnage, je suis assez d'accord. Mon avis sur le film, il avait un peu changé aussi, même si j'ai l'impression d'avoir plus apprécié après un 3e visionnage. Il y a des choses qui m'étaient un peu sorties du truc, qui m'étaient un peu sorties de l'esprit, ou des choses que j'avais pas forcément tilté, des choses un peu en sous-texte, etc. Mais oui, clairement, pour moi, le 2, c'est une réussite aussi. En fait, le dilemme était aussi, comme il adapte la première partie du bouquin que dans un seul premier film, forcément on aurait que les enjeux, le contexte posé, et on serait un petit peu sur notre fin, ce qui était le cas à la fin du premier Dune. Et là du coup on a un deuxième film, et je pense que c'était important de développer sur presque 6 heures de temps le premier livre. Ah oui, totalement. Et de prendre le temps d'expliquer aussi des choses, mais je suis d'accord, en fait limite le 1 et le 2, faut limite se les voir à la suite pour vraiment, je pense, apprécier l'œuvre entière. En tout cas, cette première grosse partie. Enfin, c'est ce que je trouve bien aussi, c'est que tu sens pas l'écart de 3-4 ans entre les deux films, en fait. Il a réussi à amener une continuité dans le 2 où tu pourrais penser que ça a été tourné. Denis Villeneuve le dit, il voulait tourner les deux à la suite. Ça n'a pas été accepté par les studios, mais là ça fonctionne quoi. Pour moi, tu m'aurais dit, là au moins tu sentais, j'ai l'impression qu'il y avait un plan de A à Z en fait, comparé à certaines fois où t'as des suites mais t'as l'impression qu'ils n'y ont pas réfléchi avant. Là ça fait vraiment partie 2 c'est pas... Parce qu'on a un auteur, donc là je rebondis sur ce que tu dis, on a un auteur, donc Denis Villeneuve, là j'ai vu dans une interview récente, on en avait parlé d'ailleurs ensemble, Damien, c'est que ce réalisateur, en fait, c'est quand il a commencé à faire un petit peu de cinéma, son rêve, ça a été d'adapter ce film-là parce qu'il avait lu le bouquin à l'époque, il avait vraiment adoré. En plus, il avait un rapport particulier parce qu'il était tombé dessus un petit peu par hasard, personne ne lui avait dit tiens, lis ça ou autre. Et vraiment pour lui, c'était quelque chose d'assez personnel et intime, ce qui justifie aussi sa façon de narrer l'histoire dans les deux films. Il y a un côté très... Il préfère limite filmer l'intime que le grandiose parfois. Mais voilà, on sent qu'effectivement, il y a un auteur qui avait vraiment envie de bosser sur ce projet-là. Il a pris son temps et il arrive du coup là avec ces deux films. Il a prévu de faire le 3e. Il a dit justement qu'il était en cours d'écriture sur le 3, mais qu'il allait prendre un petit peu de temps aussi parce qu'entre le 1 et le 2, il a directement enchaîné. Faire un autre film entre temps. Voilà, je pense. Et en tout cas, on aura bien un Dune 3 de Denis Villeneuve de sûr. Voilà. Mais qu'ils prennent leur temps, si c'est d'aussi bonne qualité, qu'ils prennent leur temps. Mais par contre, tu vois, par exemple, par rapport à ce que tu dis, là, on a un réalisateur qui est vraiment fan du matériel de base. Après avoir vu le documentaire de Jodorowsky, où lui te dit clairement, Dune, je l'ai pris parce que c'était le truc à la mode, il a même pas lu le bouquin. Il voulait droguer visuellement les gens. Et j'aimerais bien, et j'aimerais bien avoir aussi le ressenti de David Lynch sur son rapport au Dune original aussi. Parce que là, du coup, on aurait un bon comparatif entre Jodorowsky voulait vraiment faire un truc, ça, limite, il a pris les grandes lignes, il n'a pas été dans le détail. Lynch, j'aimerais bien savoir
Bah, il en parlera peut-être jamais, alors- vu qu'il a renié le film. Ouais, mais, je pense. Après, Il a c'est renié ça, le film, il mais renie par son contre, œuvre. apparemment. David Lynch était affiché quand même presque à 3 titres à Ouais. l'ouverture du film, ça m'a toujours fait rire ça. Le Bah pauvre, là, mais, sur le truc, ce film culte de David Lynch, ça me fait Ouais. toujours Ouais. rire. Ouais. Mais c'est juste quand on voit la différence entre le mec qui a grandi avec ce bouquin, c'est un de ses trucs fondateurs, un qui a juste voulu surfer sur un effet de mode, et David Lynch où potentiellement c'est un film de commande, il en avait rien à faire de Dune. Ouais. Du coup, c'est 3 visions différentes. ouais, 3 En tout visions cas- différentes qui pourraient être franchement intéressantes en fait. En tout cas, Mais- la famille descendante de Herbert a déclaré récemment que ceux de Villeneuve étaient vraiment ceux qui s'appropriaient le mieux et elle adaptait le mieux l'œuvre de Franck, et que du Oui. coup ils approuvaient vraiment la vision de Villeneuve, donc c'est plutôt C'est pas cool quand étonnant. même d'entendre ça. Donc, Et c'est vrai que si on revient sur le film de David Lynch, en fait, cette partie 2, là, traitée par Denis Villeneuve, ça tient sur moins d'1 heure, en fait, dans le film de Ouais, oui, David Lynch. C'est vraiment expédié, quoi. C'est tout. C'est là le film de Denis Villeneuve développe très bien l'intrigue. Il prend réellement son temps, quoi. c'est clair. Bon, du coup, je donne mon avis global. On est parti un peu dans tous les sens, mais c'est tellement dense et on a tellement envie de dire plein Ouais. de trucs, ce qui est normal. Du coup, moi, effectivement, j'ai beaucoup aimé Dune partie 2. Je me suis même surpris à avoir autant aimé parce qu'en fait, j'attendais quand même un petit peu au tournant cette deuxième partie, mais je suis pas allé en y allant conquérant de dire ouais, je vais adorer, ça va être peut-être dans mon top de l'année, j'en sais rien. Bref. Mais en fait, je me suis surpris à vraiment être, et c'est très rare pour moi parce que j'ai toujours un côté analytique des films, je regarde un petit peu voilà, les effets spéciaux, les machins. Ouais. Là, les effets spéciaux sont tellement déjà propres que pour moi, j'en voyais pas. Pour Totalement. moi, les vers géants existaient, cet univers existait au complet. Et j'étais comme un gosse devant l'univers. Donc oui, certes, les quelques petits défauts, je trouve, c'est que parfois il y a des problèmes de rythme. Il y a la fin qui est un petit peu bâclée, effectivement, je trouve, sur certains instants. Et il a du mal à vouloir approfondir un peu les phases d'action et de combat. Souvent, il va couper assez rapidement dans ce qui va se Ouais. passer. Voilà, c'est quelques petits défauts. Mais au-delà de ça, le côté grand spectacle, il est vraiment là. On n'est pas pris pour des guignols. C'est vraiment destiné à être une SF adulte parce que du coup on te parle froidement et surtout que le peu d'humour qu'il y a, il est plutôt naturel, mais c'est terre à terre. On t'explique les choses, il y a des choses qui sont graves, et en tout cas, voilà, l'univers est vraiment pesant et vraiment là pour te faire comprendre que tu es vraiment à la place des personnages et ce qu'ils vivent, c'est pas n'importe quoi, c'est pas du blabla, c'est pas c'est pas grave, ça ira mieux demain. Non, là vraiment, on a vraiment un impact qui est visuel et qui est aussi scénaristiquement bien écrit. Et voilà, je trouve que je me suis même, on en parlera je pense dans la partie spoil, Damien il faisait référence je pense tout à l'heure quand tu disais que tu étais surpris par certaines tournures scénaristiques. Ouais. 2 fois dans le film, j'ai eu quelque chose que j'avais pas eu depuis longtemps, le côté genre non, oh putain, vraiment genre c'était, je me revoyais style genre pas la même comparaison mais un petit peu dans le délire dans Star Wars, je suis ton père, voilà la fameuse révélation. Oui, Mais il y a deux moments, j'y ai pensé. un J'y ai gros pensé moment, aussi. on en parlera tout à l'heure, mais là je me suis dit putain ils m'ont eu parce que vraiment là je l'ai pas senti venir. Ah ouais. Et ça fait du bien en tant que spectateur, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, donc j'ai mis 0,5 de plus que le premier où j'avais mis 4. À en retenir, je pense que ce serait plus sur un 3,5 pour la première partie et un 4,5 effectivement pour ma deuxième partie. Donc là, j'ai vraiment envie de voir la partie 3, mais il faudra qu'il prenne son temps, qu'il le fasse très Ouais. bien. J'aurais beaucoup plus d'attente sur la partie 3 que je l'ai eu pour la partie 2, mais peut-être que parce que comme j'étais surpris, là franchement ça marche bien. Voilà, je pense qu'on va passer à la partie spoil, messieurs, parce que je crois qu'on a envie de déballer pas mal de choses, et notamment les pourquoi, les ouah. Ok, messieurs, et parfait, on va passer à la partie spoil. C'est parti. Donc, c'est la partie spoil d'une partie 2. Cette fois-ci, si vous êtes avec nous, c'est soit vous avez déjà vu le film, soit, comme Sébastien, vous l'avez vu 2 fois, ou soit Oui. vous avez juste vous en foutez d'être spoilé, tant pis pour vous. Mais en tout cas, voilà, on va un petit peu déballer certaines choses. Écoutez, on va commencer par parler par les ouah. Je pense que c'est ce qu'on attendait le plus. Donc là, on va parler un petit peu plus scénario et le côté scénaristique. Donc moi, on a tous eu le premier ouah quand on apprend qu'effectivement la famille Atreides est rattachée à la descendance des Harkonnen. Donc Oui. forcément, comment vous avez vécu ce moment? Parce que moi, franchement, je me suis dit putain, ils m'ont eu, et franchement, Quel choc. franchement, ça casse le côté un peu classique de l'histoire qui pouvait se monter en fait. En fait, Allez-y, vas-y battez-vous, Damien, vas-y. battez-vous, Bah, battez-vous. moi, du coup, c'est là où je me suis rendu compte, j'étais content de pas avoir lu les livres et de pas forcément avoir vu le Dune de Lynch en entier. Ouais.
Ça, parce que du coup, l'effet est vraiment. Parce que le film, c'est vraiment un. Moi, ce que j'adorais dans ce film, c'est. Dans le premier, le Bene Gesserit, on te dit juste, il est là, ça existe. On t'explique viteuf ce que c'est et tu le vois pas trop. Là, tu vois pendant toute la montée, la durée du film, la montée en puissance du fanatisme qu'il y a autour de Paul Paul. Atreides. Ouais. Comment sa mère, elle utilise ce que le Bene Gesserit a fait pendant des années, comment ils ont implanté la religion, etc. Et t'arrives à le moment de climax où il y a le retournement de situation de moi. Le premier effet waouh, en fait, c'est même pas le moment où la révélation, c'est dans le jeu de Timothée Chalamet, le avant-après où il a su mettre Lisan Al-Gaïb, où dans son jeu, t'as l'impression qu'il est habité et il m'a bluffé sur le coup. Je suis pas fan de Timothée Chalamet ni de Zendaya au départ, du tout. C'était un des défauts que je trouvais au premier, j'ai du mal à le trouver charismatique, etc. Mais là, quand il arrive, il fait bon, maintenant c'est moi le chef, et celui qui doute, il avance. Ouais, là, à partir de là, tu passes de Anakin à Vador, quoi. On pourrait même dire que c'est limite que certains pourraient peut-être croire que c'est un peu rapide. D'ailleurs, il y en a plein qui l'ont dit dans les critiques que j'ai fait en pendant. Mais je trouve que justement l'escalier, le palier, il est là. C'est que là, il nous surprend. Et comme toi, Chalamet, je suis le premier à être le moins converti. Mais là, franchement, ouais, il m'a intéressé, quoi. Vraiment dans sa façon de jouer, dans la façon d'amener le personnage, il y avait quelque chose d'intéressant. Mais ouais, après. C'est là que tu vois justement toute la dangerosité du Bene Gesserit, où même tu vois les passages où ils sont avec l'empereur, où c'est même pas l'empereur qui gère l'empire, c'est elle qui gère tout. Oui. Et tu le vois pas venir du tout. C'est disséminé, on peut se faire en parler dans le premier film. Il y a un dialogue qui dit justement qu'il faut les laisser tranquilles, la mère et le fils, faut pas les chercher, bref, mais on dit c'est complètement ok, d'accord, c'est une facilité. Non, c'est hyper intelligent. Parce que en fait, dans les deux films, jusqu'à ce que tu t'en rendes compte que finalement c'est pas les Harkonnen. Les Harkonnen, en fait, on te les fait passer pour les méchants parce qu'ils sont ultra violents. Mais en fait, t'as un mal beaucoup plus insidieux qui passe par. On te montre Paul Atreides comme un héros dès le départ, puis en fait, on te dit non. En fait, même lui, depuis le début, il te dit mais j'ai peur de ce que je veux de ce qu'on veut me faire devenir. Dans le premier, il le rejette totalement. D'ailleurs, quand sa mère quand il a ses visions, etc. Et même sans le point de bascule, en fait, tu te dis mais là, on est en train de te faire l'histoire du plus gros connard de l'univers. Et c'est génial, en fait. Moi, c'est ce que j'ai adoré là-dedans, c'est que t'as aucune empathie pour Paul, en fait, au final. Tu vois, finalement, et ce qui est intéressant, et ce que disait, je te laisse la parole après Sébastien, ce que disait Denis Villeneuve, du coup, dans la façon d'avoir abordé le Dune, donc là, on s'en rend un peu plus compte avec la deuxième partie, c'est que son parti pris et son point de vue, c'était de partir des femmes. Que en fait, finalement, c'est les femmes, à part Zendaya, malheureusement, qui est un petit peu une victime, mais que les femmes vont manipuler avec des ficelles de façon très discrète tout ce qui va se passer autour d'eux, les hommes. Donc, on a vraiment la séquence, par exemple, qui est flagrante entre Léa Seydoux et les Austin Butler. Donc, du coup, on va dire le gladiateur méchant de la deuxième partie, plus cette femme qui va, du coup, en quelques phrases, leur faire tourner complètement sa veste. Et du coup, c'est comment ces femmes, en secret, en discrétion, en souffle, en entendant ce qu'elles voient ou en prédisant ce qui va arriver parce qu'elles peuvent lire dans les pensées, parler sans parole, j'ai envie de dire. Et c'est comment elles vont arriver à détourner tous les enjeux de ces hommes qui se font la guerre, entre guillemets. La politique n'a plus aucun sens et du coup, la religion, en tout cas le côté messie, n'est qu'un prétexte, n'est que la vitrine de ce qui se cache derrière. Et je trouve ça vraiment bien intéressant et c'est pour ça que c'est hyper mature, c'est parce que du coup, on ne prend pas pour un teubé, mais on se dit, voilà, comment ça se passe dans la vraie vie, voilà comment ça pourrait se passer dans un univers qui pourrait être celui-ci. Je te rends la parole, Sébastien. Merci. Mais effectivement, par rapport à ta question, le moment de la révélation, finalement, on apprend que Paul est le petit-fils du baron. J'en revenais pas, quoi. Je m'attendais absolument pas à ça. C'est effectivement le même type de révélation que dans
dans Star Wars, dans l'Empire contre-attaque. Alors ils je disent suis vraiment, parce que moi tombé, du coup j'ai compris que c'était de la même famille, alors comme ça va très très vite et qu'on est en plein dans le truc et tout, donc clairement c'est le petit-fils. Hein, C'est le c'est petit-fils, oui, clairement quand ça. quand il tue le baron, il dit Ah oui, c'est vrai. bonjour Oui, grand-père ou adieu oui, ça y est. enfant. Alors, J'avais oublié ce détail. mais j'étais très étonné par cette révélation. Et effectivement, l'évolution du personnage de Paul, en voyant le premier film, je m'attendais plutôt. J'avais plus le film de David Lynch en tête, mais je pensais à un film un peu, un espèce de parcours initiatique du héros, le voir clairement ça, évoluer hein. un peu comme dans voilà, Le Seigneur des Anneaux, ce genre d'œuvre. Après, effectivement, dans ce deuxième opus, on le voit changer après avoir bu l'eau de la vie ou l'eau de vie, oui. L'eau de vie. C'est pas la même que Voilà, chez nous, mais c'est de l'eau de vie aussi. et à accéder L'eau de voilà, verre, quoi, hein, c'est pareil. à cette conscience ultime où il arrive à avoir accès à différentes réalités, connaître un petit peu l'avenir. Il commence à changer. Et d'ailleurs, son rapport avec les Fremen change aussi. Il dit au début, c'était mes amis, et puis ça devient des disciples, en quelque sorte. C'est Voilà. ça. Donc, non, Et du coup, dans le David Lynch, est-ce que cette révélation est aussi flagrante ou était marquée comme ça, ou tu te rappelles toi un petit peu? Non, c'est beaucoup moins flagrant. Par ailleurs, j'ai revu là le film de David Lynch très récemment. Ce n'est pas Paul qui tue le personnage du baron, mais sa petite sœur en fait. Ah. Qui là n'est que juste un embryon dans D'accord. le film. Donc Voilà. là, dans le film de Ok. Voilà, dans le film de David Lynch, c'est la petite sœur qui tue le baron. Ok, d'accord. Très Voilà. bien. Très bien, très bien. Du coup, oui, effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, Sébastien. Ce parcours initiatique, cette épopée du héros, clairement, on sait que dans la culture populaire, les gens pensent que c'est essentiellement Star Wars qui l'a amené, et on sait très bien que nous, Star Wars, c'est forcément inspiré de Dune, mais qui Dune n'a Ouais. jamais eu la meilleure prestance pour être montré en format cinéma, j'ai envie de dire. Bien sûr. Ouais. Donc effectivement, Star Wars, George Lucas l'a toujours dit, hein, c'était vachement inspiré du roman de Frank Herbert. Donc là, effectivement, moi pareil, je me suis fait tête à voir parce que justement, je copiais tête collée à un Frodon qu'à un Anakin Skywalker, qui finalement va retourner effectivement sa veste d'une différente façon, hein, bien évidemment. Mais c'est peut-être pour ça, le côté classique de la dramaturgie, comme elle avait été lancée dans le premier opus et dans le début de cette deuxième partie, m'a surpris parce que là, on retourne carrément la cape, on retourne la veste et on part dans une autre direction qui est forcément nous fait apprécier encore plus cette partie 2, je pense, et qui nous fait attendre la partie 3. C'est ça. Et puis surtout, ce qui est très fort aussi, c'est que aucune des personnes concernées par le twist n'est au courant avant que ça arrive. Ça, c'est bon, ça. La mère ne sait pas qu'elle est la fille du baron Harkonnen avant d'avoir bu l'eau de vie. Le baron Harkonnen, il sait pas que c'est sa fille, la mère de Paul. Parce qu'il supprime ce qui s'appelle dans le jargon du cinéma l'ironie dramatique, le fait de savoir des choses avant le personnage principal. Ouais. Là, il n'y en a pas du tout. On est vraiment comme Paul à apprendre au fur et à mesure tout. Et c'est ça qui est hyper intéressant en fait dans le film. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et puis, il y a cette fin aussi où on annonce la guerre sainte. Hein. Le film se termine comme ça. Donc, oui, ça prend une direction assez inattendue quand même. Ouais. Bon, il y a tellement de trucs à dire. Sur quoi vous voulez rebondir? Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Alors moi, c'est surtout en termes d'équilibre de ces dramaturgies, je vais arriver, pardon. C'est que effectivement, là où je peux rebondir sur certains défauts, c'est que je trouve que donc sur la première partie, c'est très bien, on a presque 1 heure où on est avec les Fremen, où on apprend leur façon de vivre, leur façon d'évoluer sur leur planète. Mais je trouve qu'on met un petit peu trop de temps à montrer la menace qui s'oppose en face. Parce qu'on a très très peu de plans en fait de ce qui se passe côté Harkonnen. Et je trouve que ça arrive un petit peu trop tard. Et justement, comme à la fin, on a quand même un combat pas inintéressant, mais qui est un petit peu court. On a l'impression peut-être que, par exemple, le fameux, j'appelle le gladiateur, mais le fameux Austin Butler chauve, du coup, ne représente pas vraiment une grosse menace, à part froncer les yeux, tirer la langue et faire greu. Je trouve que justement le côté empire, dans le sens le méchant, était aurait pu être un peu plus intéressant si on l'aurait laissé un petit peu plus de place. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est surtout en fait le rapport entre celui qui est joué par Dave Bautista et l'autre, où le personnage Dave Bautista, quand tu le vois dans les premiers, ça a l'air d'être le mec ultra cruel et tout, mais la solution qu'amène le personnage d'Austin Butler,
C'est juste, j'arrive et j'attaque les gens, Et je alors que défonce des l'autre gueules. aurait pu le faire aussi. Au final, il apporte pas grand-chose. Moi, je m'attendais à quelque chose de plus... Quand on le voit, on nous le présente vraiment comme quelqu'un de malsain, et en fait, ce qu'il fait ne l'est pas du tout, à part quand il brûle vive la pote de Zendaya, Ouais, là. l'actrice française en partie. Hein, Ah, c'est une actrice française. Bah, moi, je l'ai vu dans plein de films français, mais je crois qu'elle est d'origine française. Je vais regarder ça. D'accord. Ouais, pardon. Mais oui, c'est la pote à Zendaya. Ouais. Par contre, ce que j'ai bien apprécié, c'est que le passage où on est chez les Harkonnen, il dure longtemps. C'est pas... j'en reviens toujours à Star Wars, où quand tu vois des trucs avec l'Empire, c'est des bribes de 10 secondes. Oui. C'est d'abord, t'as une scène, puis c'est entrecoupé par « Ah tiens, il y a Vador dans son vaisseau, il étrangle un gars, puis voilà, ça part à autre chose. » Là, on a vraiment un moment où il doit y avoir 20 minutes où on est sur Gidi Prime, et ça laisse le temps tu découvres un peu la planète, tu découvres un peu le personnage. En fait, c'est la phase de présentation du personnage d'Austin Butler qui est assez longue. Ouais, mais elle est bien, mais je trouve que du coup, c'est un peu un pétard mouillé pour la suite. Mais voilà, ouais. Et le problème, c'est que derrière, tu vois que c'est pas à la hauteur de ce qu'il voudrait nous faire miroiter, en fait. Bah, c'est un peu le problème que j'ai avec la bataille finale aussi. Mais quand tu vois le combat final, tu te dis, ouais, il est vite rétamé, quoi. C'est ça mon point en moins, en gros, c'est que j'ai vu, avant de commencer le live, j'ai vu la critique du joueur du grenier. Il dit un truc que j'ai plutôt aimé aussi. C'est, par exemple, la scène du retour du roi où tu as la charge d'Heroirim. Cette scène-là, tu en parles, tout le monde l'a en tête, en fait. Et parce que le moment épique, etc., c'est une belle scène, etc. Il y a la BO, il y a les deux discours, il y a tout. Et t'as la charge après qui est complète. Et là, je trouve qu'il manque cette scène-là, par exemple, quand ils arrivent avec les 3 vers. Où t'as la charge des 3 vers, et en fait, t'as pas la bataille finale derrière, t'as juste la... Et il manque ce truc-là, en fait. Il manque ce moment épique où ça se bastonne, en fait. Bah, le détail des combats, il manque. C'est ça. Et ça, c'est un truc que je reproche aussi aux 2 films. Par exemple, tu disais qu'on voit la bonne partie du début du film, c'est sur les Fremen. Après, c'est un truc, je sais pas si ça a été développé dans le bouquin. Du coup, c'est pas vraiment un reproche que je peux faire au film si ça a pas été expliqué dans le bouquin. Mais depuis le début, on te dit ouais, les Fremen, c'est des super guerriers. Ils ont une technologie vachement avancée. Et en fait, on te montre juste les objets qu'ils ont. Mais quand tu vois que les Siege, c'est vraiment des caches vraiment rustiques, tu te demandes d'où ils sortent leur technologie, en fait. Et ça, je trouve que c'est dommage qu'on te le montre pas un minimum. Ils ont des armes, ils ont de la technologie justement pour s'adapter à Dune. Mais par contre, on te donne pas d'explication d'où ça sort. Où est l'usine, au truc qu'ils font sur le sable. C'est ça. On te dit, c'est bien fait. Je t'ai fabriqué un marteleur, ouais, mais avec quoi? T'as rien. T'as pris du un sable, peu tu l'as pilé, t'as fait un marteleur. Non, en fait, c'est un mini-verre qui est dedans qui fait clac, qui essaye de retenir. Mais c'est mécanique, en fait. Et du coup, je trouve que après, si Frank Herbert l'a pas expliqué, je peux pas lui reprocher de pas l'avoir montré. Bah, dites-nous dans les commentaires s'il y en a qui ont lu le livre, savoir si on en sait un peu plus dans le livre. Ouais. Et dans la version de David Lynch, je suis désolé, hein, c'est toi un petit peu qui l'a vu, du coup, Sébastien, au mieux. Est-ce qu'on vous montre un peu, est-ce qu'on a un petit peu cette approche de comment vivent les Fremen ou pas du tout? On n'explique pas d'où vient la technologie. Ouais, c'est magique. Le même dispositif, mais c'est pas. Après, je comprends que effectivement, moi ça ne m'empêche pas d'apprécier le film, mais c'est vrai que si on voulait être encore plus dans découvrir l'univers des Fremen, parce qu'on a compris que Damien était un team Fremen, hein, mais si on aurait voulu, Pas que, mais en gros, là le seul truc qu'on te montre par rapport aux Fremen, par rapport à ce qu'ils étaient dit, c'est qu'ils sont organisés, en fait, ils savent se battre sur leur planète. Et qu'ils ont une réserve d'eau qu'ils ne pourront jamais boire. Ouais. Voilà, mais c'est en soi, tu les mets contre les Sardaukar dans une autre, tu les mets sur leur terrain à eux, je pense qu'ils défoncent les Fremen, quoi. Du coup, tu sens pas trop en quoi ils sont beaucoup plus exceptionnels, à part être plus organisés parce qu'ils connaissent Arrakis. Du coup, c'est pour ça que... Ouais, donc du coup, c'est pour ça, il me tarde de voir dans le 3... est-ce qu'il y aura vraiment un rapport de force vraiment différent? Parce que là, du coup, si ça part en guerre sainte, c'est-à-dire que là, du coup, les Fremen, ils se barrent d'Arrakis, ils ont plus leurs repères, ils sont plus dans leur univers et sur leur planète. Du coup,
C'est pour ça, par exemple, là, à la fin, on les voit embarquer sur des vaisseaux, mais genre, depuis quand les Fremen, ils savent se battre dans l'espace? Oui, c'est vrai. Oui, Oui, c'est vrai. Oui, non, mais ça pose Non, ouais, question. c'est pas con. C'est vrai. c'est On va voir. Mais tu mais vois, c'est pour ça. Mais par contre, un truc que je trouve bien fait, c'est que par contre, chaque planète a son code. Les Harkonnen, il y a le soleil noir, ils ont leur Code couleur. propre façon de faire. Quand tu étais chez les Atreides sur Caladan, c'était pareil. Ils ont chacun leur style de vaisseau, leur propre architecture qui leur est propre, et je trouve que ça, c'est assez bien respecté aussi. Ça, je trouve qu'il y a un gros boulot là-dessus de ceux qui ont fait les conceptions, les concept art, etc. Ça, je trouve ça, c'est un des trucs que j'aime le plus dans cette saga Dune, c'est vraiment tout ce qui est représentation décor de planète. et Ah, la ouais, DA, la direction la artistique, DA, elle est est très bien. Après, tu vois, en visionnant le film la toute première fois, je trouvais assez déconcertant. Tu parlais du soleil noir. Toute cette phase avec les Harkonnen dans l'arène est représentée en noir et blanc. Au début, je me suis posé la question pourquoi ce noir et blanc. C'est au deuxième visionnage que j'ai bien vu. Voilà, qu'il était question d'un soleil noir et que ça donnait cette représentation visuelle. Mais j'ai trouvé ça un peu étrange au premier visionnage. Après, je repense à ça, l'une des raisons pour lesquelles j'ai mis 3,5. Bon, comme je disais, c'est un film de qualité et pour moi, c'est une bonne note. C'est effectivement le rythme du film que je trouve des fois lent. Effectivement, toute la première heure est basée sur les Fremen. On parlait de George Lucas tout à l'heure, c'est vrai que pour le coup, il mettait beaucoup de rythme dans ses films. Même si on voyait l'Empire rapidement, on passait d'une planète à une autre, on ne s'ennuie jamais. Dans Dune, il développait vraiment les combats, contrairement il là où développait les combats. un peu Dans plus Dune, effectivement, il y a de ce côté très épuré, très esthétique, très contemplatif. Voilà, on est plongé dans cet univers de sable. Des fois, on a l'impression d'être un peu dans Laurence d'Arabie, d'ailleurs. Et oui. mais par moment, on aurait envie de voir un peu ce qui se passe chez les Harkonnen. Et Ouais. c'est ça, en fait, qui m'a des fois un petit peu gêné. C'est le manque de rythme, même si, effectivement, je trouve que c'est un très bon film. Non, je suis d'accord, mais c'est ce que je disais, c'est qu'effectivement, ça tombe un peu à plat à la fin, notamment par le combat qui est un peu rushé, parce que la montée en puissance des bad guys, on va dire, des méchants, quoique, qui est le méchant maintenant, je ne sais pas, mais en tout cas, la montée en puissance des Harkonnen, du coup, est un peu plus flemmarde et faible aussi en même temps, parce que du coup, on a du mal à comprendre l'enjeu. Et puis quand Timothée Chalamet arrive à la fin pour le dernier arc et que tout le monde lui baise les pieds, j'ai envie de dire, tu te dis waouh, ouais, effectivement, en fait, vous criez fort, mais vous n'êtes pas très. Puis en fait, tout le monde le regarde, tout le monde arrive en plus à la fin, il y a tous les soldats et tout, ils pourraient tous se jeter sur lui et les égouiller en 2 secondes. Et finalement, non, ils font un petit cercle. Allez, il y en a que 2 qui se battent, hein, on vous regarde. Ouais, c'est ça. C'est vrai que des fois, c'est un peu gros, c'est dommage. Même quand Timothée Chalamet arrive dans le vaisseau de l'empereur, les Sardaukar, il n'y a personne qui essaye de le choper, ni rien, il reste juste là. Bon, ok, laissez faire. Hein. Mais ça peut étonner ces aspects-là. Est-ce que vous voulez rebondir sur une autre partie, alors que ce soit scénario, personnage, casting? Oui. Il y avait notamment la relation entre Paul et Chani dans le film. Elle est très peu développée dans le film de David Lynch. C'est le personnage de Chani, on ne le voit absolument pratiquement pas. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de la relation entre les 2 personnages dans le film? C'est ce qui réussit le mieux, parce que je trouve que Villeneuve est très très fort pour le côté intime, ce côté toujours close-up des personnages, on ressent un peu leurs émotions, leurs sentiments et en même temps les questions qui se posent. Je trouve qu'elle est bien développée, qu'elle est justement au poil, pas être trop cucu, et en même temps elle est plutôt crédible, parce que Zendaya reste toujours quand même en méfiance, même si effectivement il y a une romance qui commence. C'est pas forcé. Et c'est pas forcé, et c'est pas trop appuyé non plus. Je trouve que vraiment c'est bien équilibré. Et justement, le deuxième, on va pouvoir l'amener. Du coup, merci pour cette transition, Sébastien. Je t'en prie.
elle est moins forte que la première, mais je trouve que le côté, même si on pouvait s'y attendre, Timothée Chalamet qui regarde l'empereur qui lui dit je vais me marier avec votre fille. Alors, Oui. c'est tout, ça, forcément, le regard de Zendaya, Zendaya je pense que, derrière. What? ah ouais, le regard de Zendaya, On s'y attend pas à ça. Il est d'une justesse et Ah, mais justement, on je pouvait trouve s'y que- attendre. Attends, surtout que Paul, quelques instants avant, dit à Shani je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle ou c'est quelque clair. chose, Je t'aimerais quelque chose du toujours, genre. peu importe ce Voilà. qu'il Ah, arrive. mais ça Mais j'ai sonnait quand même- déjà comme un adieu, ça. j'ai quand même tapé Florence Pugh quand même, on va quand même pas déconner. Non, mais après, ouais, c'était bien amené, etc. Mais après, moi, le problème que j'ai, c'est, en gros, Arrakis, c'est une planète désertique. Il y a du sable, il y a du vent. Tous les personnages sont crasseux, sauf Timothée Chalamet et Zendaya. Les héros sont toujours très propres. Beaucoup trop. Zendaya notamment, très très propre. Et ouais, mais surtout quand tu vois la scène de fin où elle va se barrer avec le verre, je mets pas mes lunettes, j'y vais En comme masque, ça, j'ai pas de foulard. Il faut Le qu'on visage voit ma bien tronche pour dégagé. la scène de fin, tu vois. Oui. Merde, c'est la fin de la Effectivement. pub, c'est la fin de la pub de parfum, il faut vraiment que ce Mais close-up c'est soit ça, nickel. tu vois, c'est- Ouais, non, je mais comprends. après, pour moi, ça se sentait, c'était préparé. J'ai pas trouvé ça comme un gros twist de fin parce que justement, moi, je trouve que c'est là où tu vois, dès qu'il a bu le truc et qu'il commence à prendre l'eau de vie, qu'il commence à prendre des décisions qui ne plaisent pas à Zendaya. Elle lui met une baffe d'ailleurs. à un moment. Ouais, mais tu sens qu'il y a déjà beaucoup plus de distance. Ils sont beaucoup moins tous les deux ensemble. Ils discutent beaucoup moins entre eux et du coup c'est là où moi je trouvais justement il y avait un point de rupture et que c'était plus attendu qu'ils choisissent parce que c'était le plan initial qui se mettent Bien évidemment. avec Je dis pas la que fille de c'était, l'empereur. pas surprenant, Mais du coup ouais, après le fait qu'il reste attaché, ça oui, mais j'ai pas trouvé ça comme un twist. Non, alors je dis pas que c'est le méga twist, mais c'est juste que je m'attendais pas que direct, effectivement, en fait, c'est entre le moment où il dit qu'il pensera toujours à elle et que juste après, forcément, il dit: «Voilà, maintenant, comme je fais ce que je veux, pour le plus de pouvoir, je vais me marier avec votre fille». Du coup, je trouve que voilà, c'est vraiment la réaction et le genre même dans la salle, hein, je vous avoue, les 2 fois où il y a le «ouah», moi, il y a eu le «voix». Il y a eu genre: «Putain, la fils Oui. de le fils de Oui, la on s'y attend absolument pas. Ouais, mais ça me semblait effectivement logique que ça parte dans cette direction, bien plus que la révélation famille, on va dire. Et cette révélation, cette scène aussi contribue au fait de montrer Paul, d'avoir finalement une image assez contrastée de Paul. C'est pas véritable un héros comme Frodon dans Le Seigneur des Anneaux ou Luke Skywalker. On est sur quelqu'un de beaucoup plus contrasté, beaucoup plus nuancé. Surtout que dès le début, là, il ne on voit, pas ce qu'il voit. C'est ça qui est intéressant. là, c'est qu'on voit que Paul maintenant, il est plus Lisan Al-Gaïb que Paul. Ouais. Là, c'est vraiment, tu vois, qu'il y a un tournant où c'est l'objectif qui compte, c'est pas ce qui se passe à Le côté. jeu de pouvoir, en fait, c'est un jeu Ouais, de c'est ça. pouvoir. Voilà, Et au casting, moi je trouve que, alors je voulais parler un peu de casting parce que je trouve qu'il y a quand même des belles prestations. Je trouve que Rebecca Ferguson qui joue la mère est vraiment hypnotique. Je trouve que Oui. vraiment, elle a pas beaucoup de Il y a scènes une en soi prêtresse, qui sont assez longues. Elle est Mais malsaine je jusqu'au bout. Mais vraiment, je trouve que vraiment, elle a un parcours qui est hyper intéressant et qui est toujours constant dans la logique. Pareil, donc voilà, Austin Butler, même si effectivement il est un petit peu pétard mouillé, je trouve qu'il fait pas mal le taf. C'était cool de retrouver un tout petit peu Josh Brolin, qu'on a quand même un peu perdu sur ce deuxième film, mais qui est plutôt intéressant. Javier Bardem qui est, il est génial. Moi, j'adore. génial en tant que Ah oui, Javier Bardem. Son Oui. évolution entre le 1 et le 2 où il passe de il arrive sur je pense que c'est lui, puis où il devient vraiment fanatique de fou. J'ai Et adoré. c'est lui qui apporte les petites touches d'humour, mais comme il faut. Ça dépasse jamais trop le truc. Ouais, Et du coup, c'est ça. tu t'identifies vachement bien à lui. C'est vachement plutôt cool. En fait, c'est presque sa figure paternelle qui croit tellement en son fils, entre guillemets, le fils au sens large, du coup, autant en termes de Messi. Mais du coup, je trouvais ça plutôt intéressant. Mais vraiment, tout le casting, et même effectivement, Chalamet m'a plutôt convaincu, encore plus sur cette deuxième partie. Oui, elle joue bien, Zendaya, toujours juste sur sa prestation. Et mais voilà, pareil, le père Skarsgård en baron est toujours encore efficace. Vraiment, je trouve qu'il n'y a pas de fausse note en termes de casting. Je trouve Et que tout puis, passe bien.
on a Christopher Walken. Bien évidemment. Moi, ça fait longtemps que je l'avais pas revu au cinéma. Bon, Ouais. dans la version française, il a pas la même voix. Le même doubleur habituel. Le même doubleur officiel. Après, il a une palette de jeux qui reste assez sobre, hein. C'est pas non plus. Mais moi, j'adore cet acteur aussi à la Mais base. voilà, c'est un acteur que j'apprécie particulièrement. Ouais, voilà, je sais Mais pas si j'en ouais, oublie, mais il y en a plein d'autres, quoi. Il n'y a aucun acteur qui en fait trop en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de moment qui te dit oh putain ça me sort. C'est pas non ça marche pas. Bah, Et même, l'actrice, pardon, je reviens, elle, Souela Yacoub, du coup je disais, c'est une actrice suisse, effectivement. Suisse. Ouais, que j'avais vu dans d'autres films français. Et quand elle tourne avec Villeneuve, d'ailleurs, elle était toujours étonnée. Je l'avais vu une interview à Quotidien où elle était avec une grosse partie du casting américain et elle n'arrivait toujours pas à comprendre pourquoi elle était atterrie dans ce gros film, là, moi. dans ce gros projet. Mais elle est bien en plus, elle est vachement bien. Ah oui, elle est bien. Ouais. Aussi, hein. Ouais, très très bien dans le rôle. Ouais. Et on a Léa Seydoux aussi, Bien qui sûr. qu'on ne voit pas beaucoup dans le film, mais qui livre une bonne prestation. Ce qui est drôle, c'est que du coup, il y a la fille, enfin la petite fille qui est dans. Non, je crois que c'est pas Michel Seydoux, son père ou son grand-père. Le producteur, c'est son grand-père. Attends, je sais pas, il y a Jérôme Seydoux. Michel Seydoux, c'est son grand-père, je crois. Ouais, donc du coup, lui, il était sur Jodorowsky. Oui. Mais du coup, Léa c'est Seydoux, une revanche personnelle. Finalement, il y aura bien un mais- Seydoux dans un Dune. C'est de la même famille. Je suis perdu dans la famille, mais et bien sûr, bon, moi par contre j'ai été spoilé sur ça, même si on s'en fout. Mais du coup, celle qui risque de jouer, qui va jouer, pardon, la sœur de Paul Atreides, qu'on Un aperçoit troisième, dans une oui. sorte de, c'est Anya Taylor-Joy, hein, qui est bien évidemment bien connue maintenant, qui du coup campera du coup la sœur de Paul. Et je trouvais que Oui. cette séquence avec l'océan, avec juste elle un petit peu en personnage frivole au bord de la mer, je trouvais que c'était plutôt intéressant. Ça d'avoir faisait amené vraiment pub de parfum. Par ça fait un peu plus de parfum, mais punaise. je trouvais que justement, comme Paul a des rêves du coup d'horreur, s'il prend le pouvoir qu'on lui donne, donc que des choses horribles qu'on va dans ses pensées, même avant que, je crois que c'est même, il a même des visions avant qu'il boit l'eau de vie, hein, si je me trompe pas. Hein. Oui. Il commence à avoir des Ah, Des Daniel visions d'horreur, Brühl, je veux dire, des visions d'horreur, pas Ah, forcément les rêves avec la fille, mais des ouais. visions d'horreur. Et après, effectivement, il a une vision de sa propre sœur, qui est Voilà. encore un fœtus dans le film, et il la voit, voilà, au bord de l'eau. Ouais. Mais le fait d'avoir revu le premier aussi, ça m'a fait réaliser qu'en fait, l'épice, ça l'attaque vachement Paul. Et je me rendais Oui. pas compte que c'était aussi présent chez. Moi, je pensais que c'était justement comme il était à moitié Bene Gesserit, que ses visions, ça le. Oui, ça permettait d'avoir ces visions-là. Ça le rendait à moitié fou, il le supportait pas, mais en fait non, il te montre vraiment l'effet de l'épice sur Paul aussi, et c'est assez intéressant là-dessus. Et aussi. d'ailleurs, les industriels qui travaillent l'épice, qu'est-ce qu'ils en font, bordel de merde? J'aimerais bien savoir. C'est une ressource en fait pour les voyages spatiaux, pour les déplacements Justement. spatiaux. Je Ça, sais, on va mais c'est vrai l'avoir qu'on- dans le 3, ça. On va voir dans le 3, mais c'est vrai que grandes c'est dommage, familles. j'aimerais bien en savoir un peu plus de pourquoi. Un peu plus sur l'épice. Oui, parce que l'épice est au cœur de l'intrigue, on en parle beaucoup, mais finalement on voit peu de. Voilà. On voit peu On de. voit surtout le peu de côté choses. hypnotique. Voilà, C'est ça. On voit surtout ça. Et puis c'est une les ressource. yeux bleus, comme- les yeux bleus de l'épice. les yeux bleus de l'épice. Après, c'est une ressource comme nous, le pétrole, sûr. voilà, une ressource rare que tout le monde. C'est surtout, tout le monde de ce que j'avais s'arrache. compris, c'est la merde des vers. Hein. C'est quoi, pardon? L'épice, c'est la merde des vers. Ah oui, bah oui. Ouais, en plus, ouais, donc ils se droguent avec Du de la coup, merde. voilà, ça on le précise pas assez, mais Donc les Fremen sont des gros drogués et en plus avec de la merde. Voilà. exactement. En synthèse, exactement. on aura bien résumé. Ouais, puis surtout, on peut voyager dans l'espace grâce à la merde des vers. Du coup, Ça, C'est ça, fou, c'est ça. quand même génial. Mais les verts, ouais, je trouve Quelle que imagination quand même. les verts, franchement, Mais- visuellement, ils sont vachement bien réussis. Alors, Oui. il y a l'entièreté du plan, je trouve qu'ils sont bien fondus parce qu'il y a le côté sable, le côté poussière, fait une image toujours un petit peu, comment dire, pas nette, mais toujours un petit peu voilée parce que forcément, il y a ce sable dans l'air tout le temps. Mais à chaque fois que je les vois, alors pourtant c'est un ver géant, hein, mais j'y crois à mort parce que vraiment ils sont vachement bien faits. Je trouve ces vers, il y a quelque chose de fou. Contrairement à la visuellement. saga Tremor, pour ceux qui sont fans de films de genre de série Ah oui, B, très qui sont marrant, des ouais. vers de merde. Mais voilà, pour Là, ceux ils qui sont bien connaissent. réalisés. Mais là, franchement, ils sont bien. Visuellement, puis, il vous y a en cette pensez quoi, les fameuse, effets spéciaux, vous cette fameuse scène où Paul arrive à dompter, à chevaucher un ver, et finalement ça confirme, voilà, comme quoi c'est le fameux prophète ou c'est une Messie, des scènes pivots voilà. hein, quand même, du Voilà. personnage. En fait, Et, hein, et c'est elle ça. manque des pics. Encore une fois, pour moi, elle est pas assez Tu marquante. trouves? Ah oui. Ah ouais, il manque quelque chose en plus. Genre, quand on se dit, ouais, il a tiré un verre énorme.
bah, tu vois juste une grosse dune de sable qui s'explose, mais tu vois pas le verre Ouais. vraiment, tu vois, c'est... Ouais, bah après, il galère à monter, vu à sa taille, ouais, je trouve, mais c'est normal qu'on puisse pas le voir entier. Voilà, Bah, si moi pas ça m'a pas choqué. forcément entier, mais je trouve qu'on voit pas des masses le rapport de taille pour le verre en question. D'accord. Oui, C'est quand il est trop close-up sur lui ou trop large pour l'ensemble, quoi. même, tu vois qu'ils paniquent pas tant que ça, les mecs autour. Enfin, ouais, est-ce qu'on le laisse faire quand même? Ouais. Bon, allez, s'il doit mourir, c'est qu'il doit mourir. Allez. Et ouais, ça, c'est dommage. C'est pour ça les scènes qui devraient être les plus impactantes, justement. Je pense que elles sont facilement oubliables. Et c'est ce que je reproche à ce film aussi. Si tu veux. Mais après, elles fonctionnent, je dis pas, mais elles auraient eu d'intérêt à fonctionner plus pour Oui, moi. elles n'ont pas un impact visuel qui va peut-être Ouais. rester dans le temps sur. Et quand je vois les bandes annonces, j'ai réussi à tenir en voyant que la toute première quand ils ont annoncé qu'il y avait la deuxième partie. J'en ai vu aucune des autres. Et quand je vois les images qu'il y a dedans, mais je suis content de ne pas les avoir vues parce que je pense que mon avis sur le film, il serait beaucoup moins bon. Genre quand je vois que la scène avec les 3 verres qui arrivent en même temps, elle est dans la bande-annonce. Ouais. Mais pour moi, celle-là, ils auraient pas dû la faut montrer. arrêter de regarder les bandes annonces, c'est fini. Bah, moi, ouais. je regarde de moins en moins les bandes annonces, elles révèlent trop les films. J'espère que dans la bande annonce, ils disent pas justement le gros cliffhanger sur la fin Mais ouais, là, je trouve ça franchement dommage parce que justement, ça enlève de l'impact de la scène aussi, de devoir montrer ça. Alors Bah oui. que. Parce que justement, avant que ça se passe, ils te disent pas on va amener les verres pour charger. Non, on te dit juste bah toi tu vas attaquer par là, toi tu vas attaquer par là, toi tu vas attaquer par là, mais tu t'attends pas à les voir débarquer sur les verres, tu vois. Ouais, bien sûr. Et du coup, c'est dommage. Moi, c'était. Ah ouais, ils l'ont fait, du coup, c'est bien. C'était cool de voir ça. Mais du coup, si on t'enlève ça en ayant les bandes annonces, je trouve ça dommage. Cherchons pas, dans tous les cas, nous, si on est attaché forcément par nostalgie et par enfance à des films plus anciens, plus vieux, c'est parce qu'à l'époque, on n'avait pas autant de matraquage de médias, de bandes annonces. Ah bah totalement. Imaginez si les vieux Star Wars, on avait eu des bandes annonces qui disaient je suis ton père ou des choses comme ça. Aurait gâché la surprise. Voilà, donc moi, effectivement, j'essaie de me freiner au maximum. C'est pas toujours évident parce que maintenant, des fois, même quand on va en salle, on a 20 minutes de bande-annonce, tu te tapes des trucs, voilà. C'est le but du marketing, te donner envie et te faire monter la hype. Mais pour tout raconter et pour effectivement être déçu à la fin, c'est pas le plus intéressant non plus. Par contre, Fabien, tu parlais des effets spéciaux, des effets visuels. Bon, je trouve qu'ils sont très réussis dans le film, hein. Et ils ont le mérite d'être discrets en fait. Beaucoup de tournage en réel, comme disait le Damien, forcément ça aide. C'est ça, exactement. Tournage en Jordanie et puis voilà des effets numériques qui restent très discrets et qui vont c'est bien servir l'histoire. On n'est pas dans la surenchère numérique en fait, comme on a l'habitude de le voir dans les blockbusters récents. On est bientôt à 1 heure, je pense qu'on va conclure. On pourrait encore en parler une deuxième heure, j'en suis certain. Mais je trouve que voilà, vous avez quand même eu notre retour assez global de notre vision sur cette deuxième partie, donc on a tous beaucoup apprécié la deuxième partie. Beaucoup d'attentes sur le 3 du coup maintenant, donc Denis Villeneuve, on croit en toi, prends ton temps, mais livre-nous un final, je sais pas, parce que je pense que Villeneuve a dit qu'il ferait que 3 films à mon avis, donc je sais qu'il y a beaucoup de livres, je sais pas combien il y a de tomes maintenant. Ouais, mais Herbert en a fait que 2 ou 3 je crois, parce qu'après il y a les fils de Dune, c'est ses enfants qui ont fait enfants de Dune. Ouais, et c'est le fils de Frank Herbert qui a repris après un peu le relais. D'accord. Donc s'il se concentre vraiment sur ce que Herbert a fait lui-même, potentiellement oui, c'est possible que ça. Et vaut mieux, dis un dicton, vaut mieux que ce soit des fils de Dune qu'un fils de Yinche comme Chalamet dans la fin du deuxième partie. Non, je déconne. Mais du coup voilà. Bon, en tout cas, messieurs, merci d'avoir été avec moi pour parler de cette deuxième partie de Dune. Merci à vous, c'était un plaisir. Voilà. Villeneuve a contre-attaqué et je trouve que c'était un beau doublé. Donc voilà, le 2-2 a bien marché. Voilà, en tout cas, on se retrouvera très prochainement sur la chaîne pour parler d'autres films. En mars, il y a d'autres choses qui vont arriver, donc on verra ça. Et puis, on se retrouvera aussi très vite pour d'autres lives. Je sais qu'il y a des grosses sagas qui vont mériter des projets de live, notamment des singes, notamment du Mad Max. On verra ce qu'on va en faire, mais en tout cas, il y a du gros et du lourd qu'on attend aussi. Mad Max, ouais. Qui vont arriver, avec la sœur de Paul, du coup, qui joue aussi du coup dans un autre film de sable. Mais en fait, tout est connecté. Mad Max, est relié,
effectivement. En fait, C'est très drôle. Il y a un lien Furiosa, avec c'est la la planète des singes aussi, non? peut-être, ah oui, en plus, j'avoue, en fait, tous les univers sont liés. Furiosa, en fait, et la fille de Paul dans une autre planète où ils ont maintenant, les Fremen, des véhicules de ouf. Bref, bon, en tout cas, voilà, on se retrouvera pour d'autres sagas, d'autres films, bien évidemment. Merci Damien, merci Sébastien d'avoir été avec moi. Et Merci puis, à toi. merci. Et puis voilà, donc Merci allez voir beaucoup. Dune, surtout en salle. Hein. Franchement, là, c'est un spectacle à voir en salle. Et, Revoyez le 1 avant. bien évidemment. Oui. Bien évidemment. Ouais. Replonger Allez, dans je vais me l'univers faire un de- petit repas d'épices et puis on se dit à bientôt. Écoutez, 3, 2, 1. Ciao. Ciao. Ciao.